Comment un moteur diesel peut-il déplacer un camion de 40 tonnes en utilisant de l'air? La question paraît absurde au premier abord. Cependant, la réponse explique pourquoi les camions modernes peuvent gravir des cols, maintenir la vitesse sur autoroute et tracter des charges gigantesques sans effort apparent. Cette réponse commence à l'intérieur du turbo. Chaque fois que le conducteur accélère et que le moteur exige plus de puissance, les gaz d'échappement cessent d'être un résidu et se transforment en une force capable de multiplier le rendement du moteur. C'est pourquoi le turbo devient l'une des pièces les plus décisives d'un camion lourd. Sans lui, même un moteur de grande cylindrée serait lent et serait limité par la quantité d'air qu'il peut aspirer par lui-même. Et tout se résume à une idée fondamentale: un moteur diesel génère de la puissance en fonction de l'air qui entre dans la chambre de combustion. Plus il reçoit d'air, plus il peut brûler de carburant et plus il peut délivrer d'énergie. Mais il existe une limite physique à ce qu'un moteur atmosphérique peut aspirer. C'est là qu'intervient le turbo, une solution qui réutilise l'énergie des gaz d'échappement et la transforme en air comprimé prêt pour le cycle de combustion suivant. Dans un camion lourd, cette pièce travaille dans des conditions extrêmes. Chaque accélération, chaque montée prolongée et chaque tronçon d'autoroute soumet le turbo à des températures très élevées, à des pressions contrôlées au millimètre près et à des vitesses de rotation qui dépassent les capacités de tout composant mécanique conventionnel. Le turbo transforme la force de l'échappement en puissance réelle et il le fait de manière continue, stable et efficace. C'est pourquoi surgit la question clé. Qu'est-ce exactement que cette pièce et comment parvient-elle à exploiter les gaz d'échappement pour multiplier la puissance? À l'intérieur du turbo, tout se produit autour d'un axe commun qui relie deux éléments clés. D'un côté, une turbine entraînée par les gaz d'échappement. De l'autre, un compresseur chargé d'envoyer de l'air comprimé vers le moteur. Cette connexion directe permet de transformer une énergie qui serait normalement perdue en une source constante de suralimentation. À partir de cet axe commence le véritable mouvement. La turbine se trouve du côté de l'échappement et reçoit l'impact des gaz chauds expulsés à grande vitesse après la combustion, la faisant tourner. Ce mouvement est immédiatement transmis à l'axe, qui à son tour entraîne le compresseur situé du côté de l'admission. Le compresseur aspire l'air ambiant, le comprime et l'envoie vers le collecteur d'admission du moteur. Grâce à cette suralimentation, plus d'air entre par cycle, ce qui permet d'injecter plus de carburant et de générer plus de puissance sans augmenter la cylindrée. Mais pourquoi un camion lourd a-t-il besoin d'un turbo avec autant d'urgence? La raison est simple. Un grand moteur diesel déplace un volume énorme, mais il a malgré tout besoin de plus d'air qu'il ne pourrait en aspirer naturellement. Sans turbo, le temps qu'un moteur atmosphérique met à remplir ses cylindres d'air frais serait incompatible avec la demande de puissance nécessaire pour déplacer un véhicule de 40 tonnes. L'accélération serait faible, la consommation s'envolerait et la capacité à maintenir la vitesse en pente serait extrêmement limitée. C'est pourquoi la suralimentation n'est pas un luxe, mais le point de départ pour qu'un camion moderne ait les performances exigées par son travail quotidien. De plus, un turbo pour camion est très différent de celui utilisé dans une voiture conventionnelle. Les turbos des moteurs légers sont conçus pour offrir une réponse rapide, favoriser une conduite dynamique et délivrer de la puissance dans des intervalles de charge variables. Un camion lourd, en revanche, requiert stabilité, résistance thermique et durabilité. Son turbo doit supporter des températures plus élevées, des pressions soutenues pendant de longues périodes et un régime de fonctionnement presque continu. La taille de la turbine est plus grande, les matériaux sont plus robustes et la gestion thermique devient beaucoup plus critique. La priorité n'est pas une réponse instantanée, mais le maintien d'un fonctionnement constant à pleine charge pendant des kilomètres sans défaillance. Pour atteindre cette stabilité constante, tout le fonctionnement du turbo tourne autour de l'équilibre entre débit et efficacité. Plus d'air entre dans le moteur, plus de carburant peut être brûlé et plus d'énergie est libérée. C'est pourquoi le turbo augmente la densité de l'air et améliore la combustion tout en réduisant les émissions. À partir de ce principe, l'évolution vers des turbos plus avancés a permis aux moteurs diesel de respecter des normes toujours plus exigeantes sans sacrifier la puissance, transformant un moteur apparemment limité par sa taille en une machine capable de générer d'énormes niveaux de performance. Cependant, travailler avec des pressions élevées et des températures extrêmes a un prix. La turbine peut être confrontée à plus de 800 degrés, tandis que le compresseur tourne à des vitesses qui dépassent facilement les 100 000 tours par minute, et au milieu de cet effort constant, l'axe interne ne peut rester stable que grâce à un système de lubrification millimétrique.
Chaque pièce est conçue pour supporter un stress continu, des limites extrêmes qui rendent encore plus fascinant de comprendre le fonctionnement du turbo en profondeur. Cela semble simple, une turbine qui entraîne un compresseur. Mais comment ces pressions énormes sont-elles réellement générées? Et que se passe-t-il avec les gaz d'échappement à l'intérieur du turbo? À l'intérieur du système, tout commence par l'énergie que transportent les gaz en sortant du moteur. Chaleur intense, vitesse et expansion se combinent dans un même flux qui frappe la turbine avec une force constante. Ce qui, dans un moteur atmosphérique, se perdrait par l'échappement, se transforme ici en un mouvement capable de comprimer de l'air frais vers l'intérieur du moteur. Cette énergie n'arrive pas sous une seule forme. Les gaz d'échappement combinent chaleur extrême et vitesse dans un même flux. Dans un camion lourd, les températures dans la zone de la turbine peuvent osciller entre 500 degrés et plus de 800 degrés lors d'une montée prolongée ou d'un trajet à charge constante, tandis que la vitesse du gaz augmente à mesure que le moteur travaille avec plus d'exigence. Plus la charge du moteur est élevée, plus ces gaz circulent rapidement et plus l'énergie disponible pour entraîner la turbine est importante. Lorsque ce flux entre dans la turbine, un processus physique très précis commence. Les gaz passent par la volute, une cavité en forme d'escargot conçue pour accélérer leur parcours vers les aubes. À mesure qu'ils avancent, la géométrie interne les guide et les dirige jusqu'à frapper avec une force contrôlée. Et à ce moment-là se produit le transfert d'énergie, la pression et la vitesse du gaz se transforment en mouvement rotatif de l'axe du turbo. Après avoir délivré son énergie, le gaz se détend et sort vers l'échappement, désormais plus froid et à plus faible pression. Cette rotation ne s'arrête pas à la turbine, elle se poursuit à travers l'axe qui relie les deux extrémités du système. Du côté de l'admission, le compresseur aspire de l'air frais de l'extérieur et le comprime grâce à la rotation de ses aubes. La compression augmente la densité de l'air, ce qui permet qu'une plus grande masse d'oxygène entre à chaque cycle du moteur et transforme cette augmentation de densité en la base du rendement du turbo, puisque plus d'oxygène implique une combustion plus complète, plus d'énergie libérée et, par conséquent, plus de puissance disponible pour déplacer le camion. Cependant, ce processus n'est pas parfait et il existe des pertes dues au frottement dans les roulements de l'axe, des turbulences à l'intérieur de la volute et des limitations dues à la température extrême de l'échappement. De plus, le turbo doit être fabriqué avec des matériaux capables de supporter des dilatations thermiques, des changements brusques de température et des efforts continus pendant des centaines de milliers de kilomètres. L'efficacité du système dépend de chaque détail, de la forme des aubes à la qualité du lubrifiant et à la précision de l'assemblage. Et cette même recherche constante d'efficacité explique aussi pourquoi le turbo ne fonctionne pas toujours à son point optimal. Tous les régimes du moteur ne génèrent pas la même vitesse d'échappement et tous les compresseurs ne réagissent pas de la même manière à différents niveaux de pression. C'est pourquoi il existe des cartes de compresseurs qui montrent les zones d'efficacité du système. Fonctionner en dehors de ces plages peut générer une chaleur excessive, des pertes de performance ou même un risque de surcharge mécanique. Un problème évident apparaît ici. Si les gaz d'échappement entraînent la turbine avec une telle force et que cette énergie peut varier constamment, qu'est-ce qui empêche le turbo de générer plus de pression que le moteur ne peut supporter? Le turbo ne fonctionne pas toujours à la limite et doit maintenir un équilibre constant entre puissance et contrôle. Bien que l'énergie de l'échappement soit énorme, le moteur ne peut admettre qu'une certaine pression avant que n'apparaissent des températures dangereuses, des efforts mécaniques excessifs ou des défaillances graves. C'est pourquoi les systèmes de régulation deviennent indispensables pour maintenir le fonctionnement dans une marge de sécurité. Pour obtenir ce contrôle, le premier élément clé entre en jeu, la Van Westgate, dont l'objectif consiste à dévier une partie des gaz d'échappement avant qu'ils n'atteignent la turbine lorsque la pression souhaitée a déjà été atteinte, évitant ainsi que la turbine continue d'accélérer et que le compresseur génère plus de pression que nécessaire. La Westgate peut être interne, intégrée dans le carter même du turbo, ou externe, montée comme un composant séparé. Dans les moteurs de camion, il est courant d'avoir un contrôle électronique qui ajuste l'ouverture de la vanne en fonction de la demande du moteur, de la charge et des conditions thermiques. Lorsque la pression d'admission atteint la valeur cible, l'unité de contrôle ordonne l'ouverture de la wastegate et l'excès de gaz est dévié directement vers l'échappement, réduisant l'énergie qui entraîne la turbine. Le deuxième dispositif de contrôle est la soupape de décharge, utilisée pour protéger le côté du compresseur contre les pics soudains de pression.
Contrairement à la wastegate, qui agit sur les gaz d'échappement, la soupape de décharge fonctionne du côté de l'admission. Sa fonction est de libérer la pression lorsqu'une augmentation soudaine se produit et pourrait compromettre l'intégrité du compresseur ou des conduites de suralimentation. Ce composant est particulièrement utile dans les configurations à double étage ou dans les moteurs qui fonctionnent avec des charges très variables, où le turbo peut changer de vitesse rapidement. Il s'agit d'un système de sécurité supplémentaire qui stabilise la pression et évite des chocs pouvant endommager la roue du compresseur. Cependant, l'avancée la plus importante dans la gestion de la pression des moteurs lourds est le turbo à géométrie variable, connu sous le nom de VGT. Au lieu d'avoir une entrée fixe pour les gaz d'échappement, la turbine est entourée d'aubes mobiles qui modifient le flux selon les besoins du moteur. Lorsque les aubes se ferment, la vitesse des gaz augmente, la turbine tourne plus vite et le moteur reçoit plus de pression. Lorsqu'elle s'ouvre, le flux diminue, ralentissant le turbo. Ce système offre un contrôle extrêmement précis et permet de maintenir une pression stable même lorsque le moteur change de charge ou de régime. Le VGT apporte des avantages significatifs. Il réduit le retard de réponse typique des grands turbos, améliore l'efficacité à bas régime et évite des pressions excessives lorsque le moteur fonctionne à la limite. De plus, dans de nombreux camions, le VGT s'intègre au frein moteur en modifiant la position des aubes pour générer une contre-pression dans l'échappement et aider à réduire la vitesse sans utiliser les freins de service. Cette polyvalence fait du VGT pratiquement la norme dans les moteurs lourds modernes. Ces trois systèmes travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre. La wastegate régule la quantité globale d'énergie qui entre dans le turbo, la soupape de décharge évite les pics dangereux dans le compresseur et le VGT ajuste avec précision la réponse en temps réel. Sans cette combinaison, la pression serait erratique, imprévisible et potentiellement dommageable pour le moteur. Mais le contrôle de la pression ne résout pas un problème fondamental. Lorsque le turbo comprime l'air, il en élève également la température et cette chaleur réduit la densité du flux, limite la puissance disponible et augmente le stress thermique du moteur. Si la compression génère autant de chaleur, comment le camion parvient-il à maintenir les performances sans que cette augmentation de température ne ruine l'efficacité du système ? À l'intérieur du circuit d'admission apparaît alors une pièce clé qui modifie complètement le comportement de l'air comprimé. Avant d'atteindre les cylindres, le flux passe par un intercooleur qui réduit sa température et récupère de la densité. Lorsque le turbo comprime l'air, l'augmentation thermique est inévitable, et sans cette étape intermédiaire, l'air arriverait moins dense, avec moins d'oxygène par volume et avec un impact direct sur la combustion et la puissance réelle disponible. Dans un moteur diesel lourd, ce problème s'amplifie. Le moteur fonctionne pendant de longues périodes sous des charges constantes, générant des températures élevées de manière soutenue. Le turbo envoie de l'air à des pressions élevées, et la température de l'air comprimé peut facilement dépasser les 150 degrés. Sans un système qui refroidit cet air avant qu'il n'atteigne les cylindres, l'efficacité s'effondrerait et la fiabilité du moteur serait compromise. L'intercooleur est donc un élément indispensable et non un simple accessoire. Pour remplir cette fonction, l'intercoolé agit comme un radiateur spécialisé situé entre le compresseur et le collecteur d'admission. Sa mission consiste à réduire la température de l'air pressurisé afin d'augmenter sa densité et permettre au moteur de brûler davantage de carburant de manière contrôlée, générant ainsi plus d'énergie à chaque cycle. Cette différence thermique peut être notable. Dans de nombreux camions lourds, l'air arrive depuis le turbo extrêmement chaud et ressort de l'intercoolé avec une température très proche de celle de l'ambiance, même sous forte charge. Selon le type de système utilisé, il existe deux configurations principales d'intercoolé, air-air et air-eau. Le système air-air est le plus courant dans les camions routiers car il exploite le flux d'air extérieur lui-même, entraîné par la vitesse du véhicule ou par les ventilateurs, pour refroidir les ailettes du radiateur et dissiper la chaleur de l'air comprimé qui circule à l'intérieur. Cette solution se distingue par sa robustesse, son efficacité et son faible besoin d'entretien, tandis que l'intercoolé air-eau apparaît comme une alternative plus compacte qui permet un contrôle thermique plus stable au prix de l'ajout d'un circuit de refroidissement supplémentaire. Par sa simplicité et sa fiabilité, l'air-air reste l'option prédominante dans les véhicules lourds. Le processus à l'intérieur de l'intercoolé se déroule en plusieurs étapes. D'abord, le compresseur envoie de l'air chaud et pressurisé vers le radiateur. Cet air entre dans une série de conduits internes entourés de fines ailettes métalliques conçues pour maximiser la surface d'échange thermique.
Pendant ce temps, l'air extérieur traverse l'intercoolé depuis l'avant du camion. La chaleur de l'air comprimé est transférée à ces ailettes et dissipée vers l'extérieur. En conséquence, l'air qui sort de l'intercoolé est significativement plus froid et, par conséquent, plus dense. Cette baisse de température a un impact direct sur les performances du moteur. Refroidir l'air peut augmenter sa densité de plus de 30%. Cela signifie plus d'oxygène disponible, une combustion plus efficace et une plus grande puissance délivrée par le moteur sans nécessité d'augmenter la pression du turbo. De plus, un air plus froid produit une combustion plus stable, réduisant les émissions et prolongeant la durée de vie des composants internes du moteur. L'intercooleur contribue également à la durabilité générale du système, car un air plus frais réduit la température de combustion et diminue la charge thermique sur les pistons, les soupapes et la culasse. De plus, il stabilise l'environnement de travail du turbo, puisqu'un moteur qui brûle de manière plus contrôlée exerce moins de stress sur les composants soumis à haute température. Malgré cela, même avec un intercooleur efficace, un camion soumis à de longues journées de travail peut générer des températures extrêmes pendant des heures. Le turbo doit supporter cette chaleur continue, ainsi que des vitesses de rotation qui défient tout composant mécanique traditionnel. Mais que se passe-t-il à l'intérieur du turbo lui-même lorsqu'il fonctionne pendant des heures, soumis à des températures élevées et à des rotations impossibles à voir à l'œil nu? Dans ces conditions extrêmes, l'axe et ses roulements continuent de tourner sans relâche, soutenus uniquement par un film constant de lubrification qui évite le contact direct entre les pièces. À plus de 100 000 tours par minute et entouré d'une chaleur continue, ce petit ensemble interne maintient l'équilibre du système et de sa précision dépend non seulement la durée de vie du turbo, mais aussi une partie cruciale des performances du moteur. Au centre de tout ce mouvement apparaît l'axe, la véritable colonne vertébrale du turbo. Il relie la turbine, entraînée par les gaz d'échappement, au compresseur qui envoie de l'air pressurisé au moteur. Sa fonction est de transmettre la rotation sans flexion, vibration ni perte. Il travaille dans un environnement extrêmement hostile, un côté exposé à la chaleur de l'échappement, l'autre à l'air relativement plus froid du compresseur, le tout en tournant à des vitesses qui ne permettent pas le moindre déséquilibre. Si l'axe subit une déformation, aussi minime soit-elle, le turbo cesse de fonctionner correctement en quelques millièmes de seconde. Pour supporter ces conditions, les turbos de camions utilisent principalement des roulements hydrodynamiques, un système dans lequel l'axe ne repose pas directement sur le métal, mais flotte sur un mince film d'huile sous pression. Ce film, d'une épaisseur de quelques microns, est chargé de maintenir l'axe centré, de réduire la friction et de dissiper une partie de la chaleur générée par la rotation, devenant ainsi l'élément clé qui permet au turbo de continuer à fonctionner sous des charges extrêmes. Le bon fonctionnement du turbo dépend entièrement de ce film d'huile. La pression doit être maintenue dans une plage très précise. Si elle est trop basse, l'axe perd son coussin et entre en contact direct avec les parois du roulement, générant une friction instantanée. Si elle est trop élevée, elle peut provoquer des problèmes d'étanchéité et affecter l'équilibre interne du système. L'huile ne se contente pas de lubrifier. Elle refroidit également, stabilise l'axe et évite la déformation due à la chaleur. Dans ces mêmes conditions thermiques, apparaît l'un des risques les plus courants des turbos, la carbonisation de l'huile, un phénomène connu sous le nom de coking. Lorsque l'huile reste trop longtemps exposée à une chaleur extrême, en particulier après de longs cycles à pleine charge, elle peut se décomposer et former des dépôts durs dans les conduits de lubrification. Ces résidus réduisent le flux d'huile vers l'axe et les roulements, créant un cercle vicieux où la lubrification diminue, la friction augmente, la chaleur s'intensifie et la carbonisation s'accélère. Si cela n'est pas contrôlé, le turbo peut commencer à se dégrader de l'intérieur, sans que le conducteur ne remarque de symptômes immédiats. Le scénario le plus critique se produit lorsque la lubrification échoue, ne serait-ce qu'une seule seconde. À cet instant, l'axe cesse de flotter sur le film d'huile et frotte directement contre le métal. La friction se multiplie, la température augmente brutalement et les roulements peuvent se déformer ou se briser. L'axe perd son alignement, les aubes peuvent frotter contre le carter et le turbo se détruit presque instantanément. En fait, de nombreuses pannes graves de turbo trouvent leur origine dans des épisodes extrêmement brefs de manque de lubrification. Pour éviter ce type de défaillance, les moteurs modernes intègrent plusieurs mécanismes de protection,
des capteurs qui surveillent la pression et la température de l'huile, des conduites de lubrification dédiées vers le turbo, des restricteurs calibrés pour garantir le débit correct et des systèmes de retour conçus pour éviter des accumulations pouvant nuire au flux. Le contrôle électronique du moteur peut également réduire la charge du turbo s'il détecte des conditions anormales de lubrification ou de température. Malgré toutes ces mesures, le turbo reste un composant délicat travaillant dans des conditions extrêmes. Et lorsque quelque chose commence à échouer, que ce soit en raison d'une lubrification insuffisante, de l'entrée d'objets étrangers ou d'un excès thermique, la dégradation peut être rapide, bruyante et coûteuse. Avec un système aussi délicat fonctionnant à une telle vitesse, que se passe-t-il réellement lorsqu'un turbo commence à tomber en panne et pourquoi certaines défaillances peuvent-elles le détruire complètement en quelques secondes? Au moment où cet équilibre se rompt, tout l'ensemble commence à réagir immédiatement. La turbine, le compresseur, l'axe et les roulements dépendent les uns des autres et il suffit qu'un seul paramètre soit hors plage pour déclencher une réaction en chaîne que le moteur ne peut pas compenser. La cause la plus fréquente de défaillance d'un turbo de camion est le manque de lubrification. Si la pression d'huile chute ou si le flux est obstrué, l'axe cesse de flotter sur le film lubrifiant et entre en contact direct avec les roulements. Ce contact génère une chaleur instantanée, une déformation et une perte d'alignement, et à partir de là, l'intégrité du turbo est compromise en quelques secondes. Dans ce même scénario apparaît une autre menace courante, la carbonisation de l'huile, connue sous le nom de coking, où les dépôts durcis obstruent les conduits de lubrification et réduisent le débit d'huile à des niveaux dangereux, en particulier dans les moteurs soumis à de nombreuses heures de charge élevée. Une autre source de défaillance est l'entrée d'objets étrangers, de petites particules provenant d'un filtre à air endommagé, des fragments métalliques ou même des débris aspirés dans des conditions extrêmes qui peuvent frapper la roue du compresseur. Aux vitesses auxquelles tourne un turbo, un fragment minuscule suffit à déséquilibrer le rotor, plier une aube ou provoquer des vibrations irrécupérables, et du côté de la turbine, les objets entraînés par l'échappement peuvent user ou fracturer les aubes avec la même rapidité. L'excès thermique prolongé est un autre ennemi naturel du turbo. Un camion qui travaille de longues heures en montée, tractant des charges lourdes ou soumis à des cycles intenses d'accélération, génère des températures très élevées dans la turbine. Si le refroidissement et la lubrification ne sont pas suffisants, les matériaux se dilatent davantage que prévu, les roulements perdent leur tolérance et l'axe peut se déformer sous l'effet de la chaleur. Tout cela affecte l'équilibre de l'ensemble et accélère l'usure interne. Les symptômes qu'un turbo est en train de tomber en panne sont généralement clairs. Un sifflement aigu qui n'existait pas auparavant peut indiquer une fuite ou un déséquilibre. Une perte soudaine de puissance révèle que le compresseur ne génère pas la pression attendue. La fumée d'échappement est également un indicateur. La fumée bleue signale que le turbo laisse passer de l'huile vers l'admission. La fumée noire indique une combustion défectueuse due à un manque d'air. Des bruits métalliques provenant du turbo sont des signaux critiques. Ils signifient que le compresseur ou la turbine frotte contre le carter, prélude à une défaillance imminente. Parler d'un turbo qui explose peut sembler exagéré, mais le terme décrit de manière intuitive ce qui se produit lorsque le système se détruit soudainement. Un turbo n'explose pas comme un engin, mais il peut subir une rupture interne violente. Si l'axe se casse ou se plie, les aubes peuvent frapper le carter avec une force énorme. La rotation à des dizaines de milliers de tours par minute transforme tout fragment détaché en projectile interne. Le carter contient généralement ces fragments, mais la destruction du turbo est totale. Dans les pires cas, une partie des débris peut entrer dans l'admission et atteindre le moteur, provoquant des dommages graves et coûteux. Les turbos de camions souffrent davantage que ceux des voitures pour plusieurs raisons. Leur masse rotative est plus importante, les températures qu'ils supportent sont plus élevées. Les cycles de travail durent des heures au lieu de minutes et les huiles sont soumises à un stress continu. Malgré cela, les turbos modernes disposent de systèmes d'autoprotection. Le contrôle électronique peut limiter la pression s'il détecte des paramètres anormaux. Le VGT peut modifier la géométrie pour réduire la charge et les capteurs surveillent la pression et la température de l'huile. Dans un turbo qui tourne à des vitesses extrêmes, la marge entre fonctionner parfaitement et tomber en panne de manière destructrice est étonnamment faible, et comprendre ces symptômes permet de saisir la valeur de chaque composant du système. Après avoir vu comment un turbo peut passer d'un fonctionnement d'une précision absolue à une défaillance en quelques secondes, il devient plus clair de comprendre la complexité réelle de ce système.
Ce qui, à première vue, semble être un carter métallique relié à l'échappement, est en réalité l'un des ensembles les plus exigeants et sophistiqués qui travaillent au sein d'un camion lourd. Et tout ce que nous avons analysé, depuis l'énergie des gaz jusqu'à la fragilité des roulements, fait partie d'un même mécanisme conçu pour transformer chaleur et pression en force utile. Le turbo est, en essence, un dispositif qui exploite une énergie gaspillée. Il convertit la chaleur et la vitesse de l'échappement en un flux d'air comprimé qui alimente le moteur avec une densité plus élevée. Cette idée, apparemment simple, nécessite une infrastructure précise. Une turbine capable de supporter des températures extrêmes, un compresseur optimisé pour générer une pression stable et un axe qui transmet le mouvement à des vitesses impossibles pour pratiquement tout autre composant mécanique du moteur. À ce processus s'ajoute le contrôle de la pression, qui maintient le turbo dans sa plage de fonctionnement sûr, même lorsque le moteur change de charge ou de régime. La wastegate, la soupape de décharge et la géométrie variable travaillent ensemble pour que la pression ne dépasse jamais les limites du moteur. Parallèlement, l'intercooleur réduit la température de l'air comprimé, garantissant qu'il arrive froid et dense au cylindre. C'est un équilibre thermique, mécanique et dynamique qui se maintient des centaines de fois par minute pendant que le camion avance. Et au centre de tout se trouve le composant le plus délicat, l'axe et ses roulements. Un film d'huile de seulement quelques microns maintient le système suspendu et stable. Si cette lubrification échoue, même pendant un instant, le turbo peut passer de son fonctionnement parfait à une destruction totale. C'est pourquoi comprendre ces défaillances n'est pas du sensationnalisme. C'est comprendre jusqu'à quel point ce système exige une précision extrême pour fonctionner avec la régularité qu'exige un moteur de camion. Au final, ce que ce parcours montre, c'est que le turbo n'est pas un accessoire, ni un ajout optionnel. C'est la pièce qui permet à un camion lourd de déplacer des dizaines de tonnes, de maintenir la vitesse sur des routes exigeantes et d'offrir des performances efficaces sans faire exploser la consommation. C'est une œuvre d'ingénierie qui combine thermodynamique, matériaux avancés, mécanique de précision et contrôle électronique. Sa fiabilité est le résultat de décennies d'évolution et de perfectionnement. Si vous voulez continuer à découvrir comment fonctionnent les machines qui font tourner le monde et comprendre l'ingénierie derrière chacune d'elles, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il existe encore de nombreux systèmes tout aussi fascinants qui méritent d'être analysés avec ce niveau de profondeur. Merci de nous avoir accompagnés.